Et si la véritable révolution ne se cachait pas dans le fracas des armes, mais dans le ruissellement timide d'une eau claire, juste là où l'espoir semblait éteint? Imaginez un instant la vie d'un peuple transformé, non par un coup d'État, ni par l'arrivée d'une armée étrangère, mais par un simple filet d'eau surgissant là où la terre était craquelée de sécheresse. Cette histoire, la plupart des journaux ne la raconteront pas. Pourtant, elle mérite d'être entendue jusqu'au bout. Le 27 novembre 2025, alors que le monde fixait ses conflits et ses marchés, un projet colossal démarrait presque incognito au centre du Burkina Faso. Aucun feu d'artifice, aucun discours enflammé à la télévision. Rien que la promesse discrète d'un nouveau départ pour des millions d'anonymes, réveillés par le bruit d'un robinet qu'on ouvre pour la première fois. Pendant des décennies, la savane brûlante a vu défiler des familles entières, chaque jour, contraintes de marcher 12 kilomètres. 12 kilomètres sous un soleil de plomb, pieds nus, traversant des sentiers poussiéreux, parfois dangereux, pour ramener un seul bidon d'eau, tiède, parfois souillée, toujours insuffisante. Cette eau indispensable était la frontière invisible, traçant la limite entre l'espoir et l'épuisement. Imaginez une petite fille de 8 ans, Aïcha. Chaque matin, avant que le soleil ne se lève, elle quitte sa case, bidon en main. Elle traverse le bush, croise des serpents, évite les ronces, marche parfois 4 heures d'affilée. À son retour, l'eau est tiède, parfois trouble, mais c'est tout ce que sa famille aura pour boire, laver, cuisiner. Cette scène, ce n'est pas une exception. C'est la norme pour des millions d'enfants à travers le Sahel. Mais ce matin-là, sans tambour ni trompette, des villages oubliés de toutes les cartes ont vu l'impensable. L'eau potable jaillissait d'un simple robinet. Pour la première fois de mémoire vivante, un enfant pouvait tourner un petit levier métallique et faire surgir la promesse d'un futur meilleur. Les visages, d'abord incrédules, se sont ouverts à la joie. Des larmes silencieuses ont coulé sur les joues de des anciens, témoins d'un changement qu'ils n'osaient pas plus espérer. La Savannah Pipeline Grid, un nom encore inconnu hors des frontières, insufflait une nouvelle vie à la Terre et à ceux qui l'habitent. Loin des caméras, loin des discours officiels, une révolution hydrique prenait racine, fruit de la volonté d'un peuple ignoré par un monde trop pressé pour voir le miracle dissimulé dans la banalité d'une goutte d'eau. Ce que beaucoup n'ont pas compris, ici le changement ne s'est pas imposé par des slogans ou des déclarations, mais par la progression discrète et déterminée de l'eau, source de vie, de santé et de dignité retrouvée. L'eau a guéri ce que la politique, les ONG et les promesses internationales n'avaient jamais pu réparer. Une transformation silencieuse mais profonde. Passer à côté de ce récit, c'est risquer d'ignorer la preuve que la plus radicale des transformations peut éclore là où personne ne l'attend. Même quand l'espoir semble vain, il n'est jamais trop tard pour redessiner le destin d'un peuple. C'est le genre d'histoire qui, racontée ailleurs dans le monde, a déjà changé des vies. Pensons à la révolution verte en Inde ou à l'électrification rurale en Chine. Mais ici, c'est l'eau qui a tout bouleversé. Mais pourquoi l'eau et pourquoi maintenant? Pour saisir l'ampleur du défi, il faut revenir à son origine. Comprendre la crise, c'est comprendre l'urgence et la pertinence de chaque goutte amenée jusqu'au village. Le manque d'eau n'a pas toujours été le quotidien du pays. Il faut comprendre ce qui a mené à cette crise et comment un projet si ambitieux a pu naître dans l'un des territoires les plus arides du continent. Il y a 50 ans, les rivières coulaient encore en saison des pluies et les puits suffisaient. Mais l'avancée du désert, la croissance démographique et le changement climatique ont tout bouleversé. Depuis plus d'un demi-siècle, la soif a façonné le quotidien de millions de vies. Dans la savane du Burkina Faso et à travers le Sahel, chaque matin recommençait une lutte muette pour survivre. Chaque personne ne disposait que de moins de 6 litres d'eau par jour, à peine un tiers du strict nécessaire selon les humanitaires. Pour comparaison, en France, une personne utilise en moyenne 120 litres d'eau par jour. 67 millions d'âmes vivaient sous la menace constante du manque d'eau, piégées dans un cycle de fatigue, de maladie et d'angoisse face à la prochaine sécheresse. Dans ces villages délaissés, enfants et femmes parcouraient entre 6 et 14 kilomètres, souvent pieds nus pour rapporter une eau trouble, parfois dangereuse. Ce rituel éreintant volait l'enfance, l'éducation et l'avenir d'une génération entière. On estime que chaque année, ce sont environ 270 millions d'heures de scolarité perdues dans la région, simplement à cause de la corvée d'eau. La terre elle-même semblait se rebeller. Les sécheresses, autrefois rares, sont devenues 41% plus fréquentes depuis le début du siècle, aggravant la misère et rendant chaque goutte d'eau plus précieuse, plus disputée. L'eau, censée être une source de vie, cristallisait désormais toutes les peurs et les tensions. Un simple puits pouvait devenir le théâtre de conflits entre villages. Pourtant, au cœur de cette adversité,
une idée folle a germé, portée par la ténacité d'un peuple et la vision d'un homme, Ibrahim Traoré. Son ambition? Mailler le pays d'un réseau de 4000 km de canalisation alimenté par 620 stations solaires pour offrir une eau pure à 21 millions de personnes. Pour certains, c'était un rêve impossible. Pour d'autres, un acte de survie. Mais pour ceux qui n'avaient jamais tourné un robinet, chaque mètre de pipeline incarnait l'espoir. Fermer les yeux sur la crise, c'était condamner des générations à la misère, à la maladie, à l'oubli. Chaque jour sans progrès arrachait des enfants à leur avenir, enchaînait des familles à la pauvreté. L'accès à l'eau, c'était plus qu'une urgence. C'était une question de dignité, de souveraineté, de vie ou de mort. Mais un tel projet pouvait-il vraiment voir le jour dans un pays si souvent relégué au second plan? L'histoire nous offre des parallèles. On se souvient du projet du canal de Suez, considéré comme irréalisable au XIXe siècle, ou encore du barrage d'Assouan, qui transforma l'Égypte moderne. À chaque fois, la réussite dépendit de l'audace, de l'innovation et d'une mobilisation collective inédite. Le Burkina Faso allait-il écrire sa propre page d'histoire? À mesure que les premiers tuyaux s'enfonçaient dans la terre rouge, le scepticisme grandissait. Pourtant, une poignée de pionniers allait tout risquer pour prouver que l'impossible n'est qu'un point de départ. À l'image des bâtisseurs du Transsibérien en Russie ou des ouvriers du Hoover Dam aux États-Unis, ils ont affronté l'hostilité du climat et l'indifférence du monde. Quand le désert se cabre, la volonté humaine peut-elle vraiment tenir tête? Chaque jour de chantier était un défi. Souvent, l'histoire retient les grandes inventions et oublie les sacrifices quotidiens. Les nuits passées à réparer des machines, les repas froids pris sous la tente, les familles laissées derrière. La Savannah Pipeline Grid n'a pas seulement survécu à la sécheresse. Elle s'est dressée face à une série d'obstacles surhumains, où chaque faux pas menaçait de tout anéantir. Imaginez des chantiers interminables, écrasés sous un soleil de plomb, où chaque midi le mercure franchit la barre fatidique de 48 degrés à l'ombre. L'acier, incandescent, se dilate à l'extrême. Les soudures, pourtant méticuleuses, se fissurent sous la morsure de la chaleur. Mais le climat n'est qu'un adversaire parmi d'autres. Les tempêtes de sable, véritables murailles mouvantes, frappent sans prévenir. En mai 2024, une bourrasque titanesque balaye le couloir nord. 32 ingénieurs disparaissent dans la tourmente, piégés pendant 12 heures qui paraissent une éternité. Coupés du monde, l'espoir s'effrite minute après minute. Pourtant, à l'aube, ils surgissent, épuisés mais vivants, soudés autour d'une station de secours. Cette solidarité rappelle celle des sauveteurs chiliens lors de l'effondrement de la mine de San José en 2010, quand la ténacité humaine a triomphé de l'adversité. Dans l'ombre, d'autres dangers guettent la technologie elle-même. Lors des premiers essais de pression sur le tronçon central, tout semble prêt. Mais dès que les vannes s'ouvrent, la jauge s'affole. Pression instable, alarme hurlante, en quelques secondes, le projet entier vacille entre triomphe et désastre, observé en temps réel par le pays, le continent, le monde entier, qui attend la moindre faille. Une simple fissure suffirait à briser des années de travail et d'espoir. On se souvient du lancement d'Ariane 5 en France, où une simple erreur de code avait coûté 1 milliard de francs en quelques secondes. Ici, l'enjeu était la survie d'un peuple. C'est là qu'entre en scène une équipe d'ingénieurs burkinabés formée grâce à des bourses nationales. En moins de 21 minutes, ils isolent la fuite, recalibrent 3 stations et sauvent le système d'une rupture fatale. Pour la première fois, les experts étrangers se taisent, impressionnés. Le scepticisme mondial se fissure. La maîtrise technique locale s'impose, redoutable et inattendue. Mais chaque victoire annonce une épreuve plus retorse encore. Car au-delà du sable et de l'acier, c'est la confiance d'un peuple et la réputation d'un continent qui se jouent à chaque instant. L'échec aurait signifié des milliards d'heures perdues, des vies sacrifiées et la confirmation humiliante des préjugés internationaux sur l'incapacité africaine à mener les grandes œuvres. Chaque réparation, chaque souffle repris ne prépare qu'au prochain assaut. Rien n'est acquis. Tout se conquiert à la force d'une volonté commune. Cela rappelle la construction du métro de Londres au XIXe siècle. 2000 ouvriers y laissèrent la vie. Mais la ville ne fut plus jamais la même. Mais le plus grand danger n'est pas toujours visible, car dans l'ombre, d'autres forces menacent l'équilibre précaire du projet. Il existe l'adversité matérielle, mais aussi celle des hommes. Jalousie, intérêt privé, convoitise sur ce nouvel or bleu. En moins de 72 heures, un demi-siècle d'efforts a été balayé par un simple filet d'eau. Lorsque la Savannah Pipeline Grid a ouvert ses vannes à pleine capacité, l'impensable est devenu réalité.
Le pays entier et bientôt le monde a assisté, incrédule, à la bascule du nerf. Les réseaux sociaux du continent s'enflamment, des vidéos d'enfants s'aspergeant d'eau propre, des vieillards chantant autour des fontaines font le tour du monde. Dès la première semaine, 280 villages ont été libérés de la corvée de l'eau. Les longues marches sous le soleil brûlant, la peur de la sécheresse et le fardeau que portèrent les enfants ne sont plus que souvenirs. Désormais, le matin résonne du rire autour des nouvelles fontaines. Des écoles improvisent des cours de sciences autour de la gestion de l'eau. En moins de 3 mois, la santé a connu un bouleversement inédit. Les maladies hydriques, qui entébanent la région depuis des générations, ont reculé à une vitesse fulgurante. Les diarrhées infantiles, jadis fléau quotidien, sont passées de 38% à 4% seulement. Les hôpitaux constatent une chute de la mortalité infantile, et des campagnes de vaccination deviennent enfin efficaces, car les enfants sont moins affaiblis. L'eau pure a remplacé l'angoisse, la vie a retrouvé sa place, mais l'impact va bien au-delà de la santé. 47 000 hectares de terre, autrefois stériles ou abandonnés, sont redevenus fertiles grâce à l'irrigation. Les récoltes abondent, l'offre alimentaire explose et les prix des denrées ont chuté de 11%. Manger à sa faim redevient un droit, non un luxe. Les marchés locaux voient l'arrivée de nouveaux fruits et légumes, inconnus jusque-là. Pour les femmes, c'est une métamorphose profonde. 20 heures gagnées chaque semaine, autant de temps pour apprendre, entreprendre, rêver. Les écoles se remplissent, de nouveaux commerces s'ouvrent sur les marchés et l'autonomie féminine s'impose dans la vie de tous les jours. Oumou, mère de 5 enfants, a pu ouvrir une petite boulangerie, profitant du temps libéré et de l'eau disponible pour faire du pain. Face à ce bouleversement, les vieilles querelles politiques s'effacent. Anciens rivaux et sceptiques s'unissent pour protéger le réseau. La fierté nationale surpasse les rancœurs et l'unité se dessine autour de ce bien commun retrouvé. Des comités de village surveillant les canalisations veillent à la maintenance et organisent des formations pour les jeunes sur la gestion de l'eau. La sécurité hydrique bouleverse aussi l'ordre social et politique. Le recrutement extrémiste s'effondre, diminuant de 34%. La stabilité revient là où régnait la peur. L'eau devient le socle d'une paix nouvelle, plus précieuse que l'or ou le coton. Des groupes jadis hostiles se réconcilient, car l'accès à l'eau n'est plus une arme, mais un droit partagé. À l'international, le regard change. Soudain, le Burkina Faso n'est plus un simple récepteur d'aide, mais une source d'inspiration. Universités et médias du monde entier scrutent ce laboratoire africain de solutions. Des délégations du Sénégal, du Tchad, du Ghana viennent étudier le modèle, rêvent d'importer cette révolution chez eux. Des articles paraissent dans Nature, The Economist, Le Monde. Le pari était colossal. Santé, sécurité alimentaire, émancipation des femmes, fierté nationale. Mais dans l'ombre de cette victoire collective, une nouvelle menace commence déjà à se dessiner. Alors que le pays savoure sa renaissance, certains signaux d'alerte émergent. Une tension nouvelle, invisible, s'accumule sous la surface. Des rumeurs circulent, et si le pipeline devenait la cible de ceux qui préféraient le statu quo ou de groupes criminels attirés par l'argent généré? La menace la plus insidieuse n'est plus la sécheresse, mais l'ombre portée par la main humaine. Le sabotage, la cyberattaque, la corruption. Autant de dangers qui guettent partout où une ressource essentielle change l'équilibre des pouvoirs. On se souvient du sabotage du pipeline Nord Stream en Europe, ou des attaques sur les stations d'épuration d'eau en Israël. À l'aube du 26 novembre 2025, alors que la savane demeure silencieuse sous la brume, tout bascule. Soudain, les écrans du centre de contrôle clignotent en rouge. Sabotage. En moins de 12 minutes, la pression chute de 41%. 3 stations vitales sont mises hors service. Le réseau vacille, 2 années de labeur et l'espoir de millions de vies suspendus à un fil. La panique tente de s'insinuer, mais n'y parvient pas. Les équipes réagissent avec une rapidité méthodique. Drones de surveillance déployés, cyberdéblocage enclenché, et pour la première fois, un isolement chirurgical du segment compromis, sans sacrifier l'ensemble du réseau. Cet épisode rappelle la gestion de crise lors de la panne d'électricité géante de New York en 2003, où la capacité d'adaptation a permis d'éviter la catastrophe. Au cœur de la tempête, une apparition. Le président Traoré, casque vissé sur la tête, surgit entre les conduites de Pompoaga. Sa voix s'élève, inflexible. Ce projet est né pour notre peuple. Personne ne le leur volera. Son audace galvanise les opérateurs sur le terrain, insuffle une énergie nouvelle dans la salle de commande. Cette scène sera immortalisée par une photo partagée des millions de fois sur les réseaux sociaux. Contre toute attente, en moins de 2 heures, l'improbable se réalise.
Les stations reprennent vie. La pression remonte. L'eau pulse à nouveau le long de la Savannah Pipeline Grid. Ce matin-là, le réseau cesse d'être simplement une prouesse technique. Il devient le rempart d'une souveraineté conquise grâce à la vigilance et au courage collectif. Dans les villages, des milliers d'enfants approchent la main d'un robinet, parfois pour la première fois, et découvrent l'eau qui coule. Pour eux, ce n'est plus une promesse incertaine, mais un droit arraché à l'adversité. Les instituteurs organisent des fêtes de l'eau, des concours de dessin sur le thème de la rivière retrouvée. Car l'œuvre de 2 années et l'avenir de millions peuvent basculer à tout instant. Mais la véritable victoire, ce matin-là, ne réside pas seulement dans la réparation du réseau. Elle éclate dans la démonstration d'une nation capable de se défendre et de refuser la dépendance. Une victoire de la volonté collective sur la fatalité. Ce récit va au-delà de la question de l'eau. Il raconte la reconquête de la liberté, la fierté retrouvée et la certitude que l'avenir appartient à ceux qui osent le défendre. Quand la menace n'est plus la nature, mais l'humain, la seule réponse est un leadership qui fait de la crise un acte fondateur. Les écoles de gestion, d'ingénierie et même les facultés de sciences politiques commencent à enseigner ce cas comme modèle. Mais l'histoire ne s'arrête pas à cette nuit de crise. Ce succès résonne bien au-delà du Burkina Faso et attire les regards du monde entier. D'autres pays sahéliens, confrontés aux mêmes défis, initiant des projets inspirés du pipeline. Des conférences internationales invitent les ingénieurs burkinabés à présenter leurs méthodes. Un documentaire y serait produit, diffusé sur Arte et la BBC. L'espoir n'est plus un mirage. Il coule, il irrigue, il relie. Les jeunes générations, jusque-là tentées par l'exil, voient dans ce projet la preuve qu'il est possible de construire l'avenir chez soi. Les universités enregistrent une hausse de 50% des inscriptions en génie civil et en énergie renouvelable. Aujourd'hui, le Burkina Faso se définit par sa force de transformation. La victoire décisive n'est pas née sur un champ de bataille, mais dans la volonté partagée qui a fait jaillir l'eau là où la sécheresse semblait éternelle. C'est la victoire de la patience, de la solidarité, de la persévérance. Des villages entiers, longtemps absents des cartes et des mémoires, connaissent la dignité retrouvée de l'accès à l'eau potable. Tourner un robinet, voir couler l'eau claire, ce geste est devenu le symbole silencieux d'une Afrique qui ne mendie plus de miracles, mais construit sa souveraineté, goutte après goutte. Les enfants grandissent en rêvant non plus de partir, mais de bâtir. Taire ce récit, c'est condamner l'Afrique à l'ombre des vieux préjugés, à l'impuissance et à la dépendance. Mais le transmettre, c'est participer à la renaissance d'un continent, à l'émergence d'une image fière et résiliente. C'est rappeler que chaque peuple porte en lui la capacité de changer son destin. Chaque voix qui diffuse cette histoire devient un rempart contre l'oubli. Chaque partage, une victoire sur le fatalisme. L'histoire de la Savannah Pipeline Grid n'appartient pas qu'aux décideurs ou aux ingénieurs. Elle circule désormais entre les mains de millions de Burkinabés, de voisins sahéliens et, grâce à vous, du monde entier. Vous pouvez, à votre échelle, être le relais de cette transformation. Ce n'est pas seulement un pipeline, c'est une leçon vivante de courage, d'innovation et de solidarité. C'est la preuve éclatante qu'une nation africaine peut ouvrir la voie, que la souveraineté n'est pas un rêve lointain, mais une réalité à bâtir ensemble. L'histoire le montre, chaque génération a ses bâtisseurs de ponts, de routes ou de réseaux. Aujourd'hui, ce sont des bâtisseurs de vie. Ne laissez pas ce récit s'effacer. Portez-le partout, dans vos discussions, sur vos réseaux, pour qu'il irrigue d'autres imaginaires africains et inspire d'autres révolutions silencieuses. Devenez les passeurs de cette espérance. Expliquez, partagez, inspirez. Car aujourd'hui, l'eau coule et avec elle l'espoir d'une Afrique debout, maîtresse de son avenir. L'histoire n'attend que ceux qui osent la porter plus loin.